Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 9 décembre 2017. En visite à Paris, en France, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a accordé hier un entretien à la chaîne française de télévision France 24, un entretien dans lequel il a évoqué deux sujets principaux, à savoir la lutte contre le terrorisme et la question de la migration. Je propose de suivre le résumé de cet entretien accordé à France 24 par le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. D'entrée de jeu, c'est sur l'annonce du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël que le chef de l'État s'est prononcé. Vous estimez donc que c'est une erreur de la part du président américain? J'estime que le statut de Jérusalem aurait pu être examiné dans le cadre du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Viennent ensuite la question de la migration en lien avec la dernière situation en Libye et celle de l'opérationnalisation de la force du G5 Sahel pour combattre le terrorisme. Et nous avons décidé de mettre en place cette force conjointe du G5 Sahel qui est la réponse sécuritaire que les États du G5 Sahel veulent promouvoir pour faire face aux menaces. Cette force nécessite bien sûr des moyens, notamment des moyens financiers qui ne sont pas encore là. Il y a eu une annonce de l'Union européenne à hauteur de 50 millions d'euros. Il y a eu une annonce américaine à hauteur de 60 millions. On me parle également de la possibilité très prochainement, puisqu'il y a une réunion sur le G5 Sahel le 13 décembre prochain. Il est possible qu'à l'occasion de cette réunion, l'Arabie Saoudite fasse une annonce de contribution pour le financement. On l'attend, on l'espère. Sur la présence des forces étrangères sur le sol nigérien, notamment les désormais drones armés américains, l'on apprend que les drones français pourraient eux aussi bientôt être armés. Tout cela dans le chemin de ce qui se passe en Irak et en Syrie. Tenant compte de ce qui se passe ailleurs, tenant compte de ce qui se passe par exemple en Irak, en Syrie, on a vu comment il a fallu mettre en place des coalitions. Toutes les armées du monde ont dû se présenter en Irak et en Syrie pour faire face à l'État islamique, les États-Unis, la Russie, vous avez l'Iran, vous avez toutes les puissances qui sont présentes dans cette région. On s'est dit que nous seuls ne pouvons pas faire face. C'est pour cela que nous avons des relations avec des pays amis, avec les États-Unis, avec la France qui est présente dans le Sahel, pas seulement au Niger, à travers l'opération Barkhane. Par conséquent, nous n'avons pas d'état d'âme. Nous utiliserons tous les moyens qui soient à notre portée, y compris les moyens que nous proposent les pays amis pour écraser cette menace. Donc, si la France, elle l'a fait, cette demande, vous demande d'utiliser des drones armés au Niger, vous diriez, d'accord, comme vous venez de le faire pour les Américains. Moi, ma préoccupation, c'est de protéger mon pays. Ma préoccupation, c'est de protéger mon peuple. Je ne veux pas avoir un État islamique au Niger. Donc c'est une vraie menace. J'utiliserai tous les moyens. J'utiliserai tous les moyens. Y compris celui-là. J'utiliserai tous les moyens pour conjurer cette menace. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, en lien toujours avec cette question de la lutte contre le terrorisme, un professeur émérite, un professeur français émérite de géographie politique séjourne dans notre pays depuis quelque temps. Il s'agit du professeur Christian Bouquet. Il a animé plusieurs conférences justement sur la géographie politique des crises en Afrique, où il était par exemple au niveau de l'IRCH, l'Institut de recherche sur les sciences humaines, où il a entre autres parlé des zones grises dans plusieurs coins de l'Afrique, notamment le Nord Mali, c'est-à-dire ces zones où les différents États membres n'ont pas de contrôle. Eh bien, il a accordé cet après-midi un entretien à la télévision Labari. Je vous propose de suivre un extrait avant de le retrouver en intégralité dans notre édition de demain dimanche soir. Et la géographie politique, la définition que j'en ai donnée à vos camarades étudiants, c'est que c'est de la géopolitique avec des cartes. Nous travaillons, nous, surtout sur les cartes, donc à partir des réalités du terrain, de la nature et de la réalité des hommes qui peuplent cette nature. L'une de mes conférences était sur la géographie politique des crises de la zone sahélienne et comme vous avez pu le voir, puisque vous avez déjà couvert cet événement, j'expliquais que l'une des causes des crises dans la zone sahélienne était l'existence de zones grises. J'expliquais les zones grises comme étant un territoire dans lequel l'État
n'est plus présent, ou est peu représenté, en tout cas contrôle beaucoup moins qu'il ne devrait le faire. Et à partir de là, évidemment, ce sont d'autres autorités qui se substituent et qui prennent le contrôle. Alors c'est le cas de l'Azawad, c'est le cas de toute une partie du territoire nigérian, la zone qui est contrôlée par Boko Haram, et on peut imaginer, mais ça il aurait fallu vérifier par l'enquête, et c'est toujours difficile, que des grands pays comme le Niger sont forcément menacés par la création, la constitution de telles zones grises. Presque toujours, lorsque les États ne contrôlent plus les zones où se trouvent des richesses minières, ils sont très rapidement supplantés par des seigneurs de guerre, la plupart du temps, qui profitent du fait que c'est un état de non-droit pour, comme je le dis souvent, s'asseoir sur une ressource minière, surtout si elle est à haute valeur ajoutée. Je pense au diamant, mais je pense aussi à l'or, je pense au coltan en RD Congo, en Libye, carrément même c'est du pétrole, sur le pétrole. Dans le delta du Niger, c'est aussi sur du pétrole. Ça leur permet de se faire énormément de recettes, de donc pouvoir acheter des armes et contrôler réellement le territoire sur lequel ils sont, y compris en luttant contre les forces de l'ordre du pouvoir central. Voilà le professeur Christian Bouquet, que vous pourrez donc suivre demain en intégralité dans l'entretien qu'il a accordé à la télévision Labari, demain en partie magazine donc de l'édition de 19h45. Aujourd'hui, 9 décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption. Pour la marquer ici, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, avec la collaboration de la CENTIF, ont organisé un point de presse ce matin au siège donc de la Halcia, et le point de presse a été suivi par la signature d'un protocole d'entente entre ces deux structures qui luttent toutes pour la lutte contre la corruption. Le résumé de ce point de presse et de cette signature de protocole d'entente entre la Halcia et la CENTIF avec nos reporters Sadou Doumi et Hariata Sala. Ce point de presse conjoint de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia et la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, dénote de l'engagement de ces deux institutions à porter loin les messages de sensibilisation et de prévention de la corruption. Dans son exposé, le président de la Halcia a souligné que le secteur public est le plus affecté par la corruption. Dans le domaine des enquêtes et investigations, plusieurs dossiers ont été traités touchant différents aspects de la gestion de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il faut noter dans ce cadre que des résultats appréciables ont été obtenus, même si beaucoup reste encore à faire. À titre d'exemple, la Halcia est actuellement présente dans une vaste opération de recouvrement de recettes pour renforcer les capacités de recouvrement de la Direction générale des douanes et la Direction générale des impôts. D'ores et déjà, sur des droits compromis de l'ordre de 26 milliards de francs CFA, cette mission conjointe Halcia, Inspection d'État et Inspection des Finances a permis de recouvrer environ 10 milliards de francs CFA. La cellule nationale de traitement des informations financières du Niger, CENTIF Niger, qui a pour mission de traiter et transmettre le renseignement financier sur le circuit de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a également traité plusieurs dossiers. Financement du terrorisme au sens pénal. La CENTIF est chargée de recueillir les informations signalant des opérations financières transmises par les assujettis. Elle procède à l'enrichissement de ces signalements, les analyser et effectuer des recoupements en recourant, les cas échéants, à des échanges d'informations, y compris sur le plan international. La CENTIF, donc, après enrichissement des dossiers, naturellement, transmet les rapports aux autorités judiciaires. Depuis 2012, nous avons reçu 115 déclarations d'opérations suspectes des assujettis. Nous avons transmis 27 rapports au niveau du procureur. Nous avons reçu 25 saisines administratives. Pour les demandes d'information, nous avons les demandes d'information reçues des CRF étrangères, nous en avons reçu 27. Nous avons adressé 202 demandes d'information à l'étranger pour enrichir nos dossiers. Alors, tous les dossiers reçus, en tout cas par la CENTIF jusqu'ici, mettent en
mettent en cause une masse d'opérations de l'ordre de 124 milliards sur lesquelles portent des présomptions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ce point de presse est une occasion pour ces deux institutions, la ALSIA et la CENTIF, de sceller un partenariat formel et renforcé à travers la signature de ce protocole d'entente. À l'occasion toujours de cette journée du 9 décembre, journée mondiale de lutte contre la corruption, et toujours la HALSIA, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, elle a organisé cet après-midi, cette fois-ci, une conférence publique autour du thème lutte contre la corruption en lien avec la migration. C'était au niveau de l'auditorium Sanibako du ministère des Affaires étrangères, comme nous le rapportent nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. La pesante rencontre vise à échanger autour d'une thématique qui est plus que d'actualité, à savoir la lutte contre la corruption en lien avec la migration. À cet effet, deux éminents conférenciers ont éclairé l'assistance sur les tenants et aboutissants de la corruption dans un contexte de migration. En marge de ces échanges, l'un des conférenciers nous situe leurs attentes. On compte sur la ALSIA pour faire suffisamment de sensibilisation, pour faire suffisamment de formation avec nous, pour que l'ensemble des acteurs comprennent que c'est ensemble qu'on réussit. Il n'est pas tolérable que des enfants meurent dans le désert parce que simplement des agents qui devaient faire un contrôle ne l'ont pas fait. Que des compagnies qui ne respectent pas les règles telles que prévues par nos textes continuent à faire ce qu'ils veulent, à transporter qui ils veulent, des gens réguliers comme des gens irréguliers, et qu'ils puissent jouir de l'impunité. Ça veut dire que quelque part, l'ensemble des services qui sont en charge de ces thématiques doivent juste travailler ensemble pour que règne l'impunité dans ce domaine-là. Parce qu'on est en train de considérer que c'est normal. C'est normal aujourd'hui que tout ce que les transporteurs commerciaux font vivre aux migrants, c'est normal. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'il n'est jamais tard pour agir. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, il y a énormément de gens qui ont fait des choses comme ça, qui ont été poursuivis, même s'il n'y a pas eu une très très grande communication par rapport à la sanction. De plus en plus, le ministère de l'Intérieur, assez regardant sur ces questions, est vraiment reprime avec beaucoup de sévérité. Moi, j'ai énormément discuté avec même les structures de la société civile au niveau d'Agadez qui disent qu'elles comprennent qu'il y a eu énormément d'avancées dans la lutte contre la corruption au niveau de la gestion des frontières, et c'est bon signe parce que ça veut dire que de plus en plus les gens prennent conscience que c'est là où il faut le plus agir. L'importance du thème au centre des échanges a suscité un débat riche et fructueux, vivement apprécié par l'assistance. C'est une belle occasion de réunir les acteurs qui s'intéressent à la question de la lutte contre la corruption et aussi ceux qui s'intéressent à la question de la migration pour parler du lien qui existe. Vous savez qu'aujourd'hui, le Niger fait face à des défis importants liés à la circulation des personnes dans son espace et donc au niveau de la frontière. Donc nous avons de plus en plus des contraintes liées à la circulation des personnes et très souvent cette circulation qui est généralement irrégulière s'est faite par la corruption au niveau des frontières. Gageons qu'à l'issue de cette rencontre d'échange, des voies et moyens puissent être dégagés pour mieux combattre ce grand fléau qu'est la corruption. De la politique à présent avec cette déclaration rendue publique cet après-midi par la coordination régionale de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amen, la formation politique de Omar Hamidou Tiana, dit Ladan. Une déclaration issue de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire qui a statué notamment sur la situation au sein de cette formation politique. Vous le savez déjà peut-être, le bureau politique national de cette formation politique a suspendu la semaine dernière, a dissous plutôt la semaine dernière, cette coordination régionale de Niamey, une dissolution qui fait suite à la décision rendue publique toujours par le même bureau politique du parti d'exclure de la formation politique le premier vice-président de ce parti, M. Mohamed Mbarak. Et bien, dans cette déclaration, la coordination régionale du parti Amen Amen de Niamey, qui est dissoute selon le bureau politique du parti, dit retirer sa confiance au président du parti, M. Omar Hamidou Tiana Diladan. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration avec El Haj Abdoulaye Idi, membre de la dite coordination régionale Amen Amen de Niamey. Constatons que malgré la recommandation de la Commission politique nationale et son rappel au dialogue pour endiguer tout malentendu, et ce malgré les textes du parti sur les procédures disciplinaires,
Condamnons les manœuvres dilatoires du camarade président Omar Hamidou Tchana qui n'ont d'autre objectif que de détourner l'opinion publique nationale et internationale sur les vraies raisons de sa sortie du gouvernement en mettant la commission politique devant le fait déjà accompli. Considérant la dissolution des structures régionales et communales fondatrices qui ne sont pas favorables à la démarche d'exclusion du camarade Mohamed Mbarek, dénonçons le projet funeste du camarade président qui consiste à engager le parti dans une voie incertaine à travers un glissement inexorable hors de la MRN. Sinon, comment comprendre son refus délibéré à donner un nom pour le remplacer? Lançons un appel solennel à toutes les militantes et tous les militants du Niger et celles et ceux de la diaspora de faire barrage à la dérive autoritaire dont le camarade président veut ériger comme mode de gestion du parti. Exigeons une gestion transparente et participative selon les textes du parti. Demandons la tenue d'un congrès national extraordinaire pour ramener l'ordre, l'unité et la cohésion au sein de notre parti. Rejetons en bloc les conclusions de la réunion d'une partie des membres du bureau politique prises précipitamment et au seul vouloir du président en violation des textes du parti. Exigeons la réhabilitation pure et simple du camarade vice-président national, M. Mohamed Mbarek. Fustigeons la décision cavalière de dissolution des structures régionales, notamment celles de Niamey et de Dosso, en violation flagrante des textes régissant la vie du parti. Voilà, et puis ouverture ce matin d'un atelier de formation des leaders religieux. C'est un atelier organisé par un des réseaux des femmes nigériennes qui luttent donc dans le cadre de la promotion de la femme. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Nasser Seydou et Asmaou Seydou. Vulgarisation des résolutions 1325 et connexes, c'est le thème retenu pour cet atelier de formation des leaders religieux. Le secrétaire général de Refelan donne l'objectif visé à travers cet atelier. C'est un texte qui nous vient d'ailleurs signé par la haut de notre instance nationale depuis 2000. Donc, on doit prêter attention pour savoir réellement qu'est-ce que contient ce texte-là. Avant de se lancer dans toute autre discussion, on doit s'écouter. Nous allons tout de suite citer les normes avant de rentrer dans le vif du travail. Nous allons voir comment on va travailler pour qu'on puisse bien travailler, finir en beauté. Mon souhait est que, à la fin des travaux, que chacun sorte avec quelque chose de consistant en ce qui concerne la résolution 1325. Occasion pour le représentant de CARE Niger de faire les présentations du projet et les travaux qu'il mène dans le cadre de ses activités. Nous menons plusieurs activités dans le cadre de la promotion de la paix au niveau communautaire, au niveau régional et même au niveau sous-régional. Et cette promotion de la paix ne peut pas se faire sans l'implication effective des femmes, des leaders religieux que vous êtes, et même des jeunes. C'est pour cela que le projet IPAD a eu à exécuter plusieurs activités dans ce sens, allant de la formation des femmes leaders, de la formation de nos partenaires communautaires, de la formation des leaders religieux et en même temps du renforcement des capacités des acteurs de la société civile à travers les structures existantes. Et toutes ces formations ont fait en sorte que IPAD est en train de mettre en œuvre ces activités et nous a permis quand même
d'avoir une place pour la femme au niveau des instances de prise de décision dans nos communautés et en même temps au niveau même de l'implication de la femme au niveau donc des comités de gestion des conflits dans nos communautés, dans nos zones d'intervention. Notons que cet atelier de formation des leaders religieux qui durera une journée est financé par CARE Niger. Enfin, une jeune structure dénommée UCMAS a initié un programme de développement mental à l'intention des enfants âgés de 5 à 12 ans avec pour objectif de stimuler et de réveiller leur génie créateur pour l'amélioration de leur performance académique notamment. Eh bien, les premiers élèves inscrits à ce programme ont effectué ce matin leur rentrée au niveau donc de l'école primaire La Cigogne, comme nous le rapportent ici Halid Bourema et Nafissa Yahaya. Stimuler et réveiller le génie créateur des enfants en milieu scolaire, c'est l'objectif visé à travers ce programme de développement mental initié par Universal Concept of Mental Arithmetic System UCMAS Niger, et c'est l'école primaire La Cigogne qui a servi de cadre pour cette première rentrée. UCMAS est un programme de développement mental pour enfants âgés de 4 à 14 ans qui a été développé depuis 1993 en Malaisie et qui est aujourd'hui présent dans 70 pays. Et c'est comme ça que nous avons entraîné pas moins de 2 millions d'enfants à travers le monde à développer des aptitudes telles que la créativité, la concentration, l'imagination, la confiance en soi, la mémoire photographique. En réalité, ces enfants deviennent plus rapides qu'une calculatrice quand ils suivent le programme UCMAS. Nous les équipons donc à être des adultes plus compétitifs, mais aussi à mieux comprendre ce qu'ils apprennent à l'école. Et nous sommes là donc, nous avons bataillé pour amener ce programme international ici au Niger aussi, pour le grand bénéfice des enfants nigériens. Et nous sommes contents de l'engouement que cela a créé. Comme vous pouvez le voir ici au Cigogne, qui est notre premier centre, nous avons déjà un peu plus d'une centaine d'inscrits. Et donc, très bientôt, c'est des champions que nous allons vous former. C'est des enfants qui pourront vous faire des démonstrations énormes parce qu'ils ont pu déchaîner leur potentiel, stimuler leur cerveau à travers le programme UCMAS. C'est un programme extrascolaire, d'accord. Donc, dans un premier temps, nous ouvrons des centres les samedis. C'est le cas nous avons un centre au Cigogne, ici même où nous sommes. Nous avons un autre centre à Alissa, Bobiel, où nous aurons la rentrée cet après-midi. Et donc, les parents intéressés peuvent inscrire leurs enfants. Et c'est les samedis seulement, 2 heures de cours seulement les samedis. Et donc, ils peuvent nous contacter. Nous sommes également situés à Dar Salam en face de SOS. Une initiative qui semble intéresser les élèves qui ne cachent pas leurs sentiments. On nous a appris à compter avec l'outil. On nous a appris à écrire de 0 à 9 très rapidement. On nous a montré les différentes parties de l'outil UCMAS. J'ai beaucoup aimé, je me suis très bien amusée. UCMAS est un très bon système. Merci beaucoup. Notons que UCMAS Niger est un programme de développement mental pour enfants approuvé par le ministère de l'enseignement primaire et destiné aux élèves de 5 à 14 ans. Chers parents, inscrivez donc vos enfants au programme UCMAS pour améliorer leur performance académique. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barre. Au revoir.